Vous êtes psychologue jeune diplômé ou non et vous souhaitez vous installer en libéral ou simplement développer votre pratique, vous êtes au bon endroit. Je vous donne ici les étapes les plus importantes pour pouvoir vous installer ou vous développer en tant que psychologue. Je me présente, je suis Medjed Bousseaba, psychologue et psychothérapeute en cabinet libéral depuis 3 ans maintenant et j'ai fondé l'Académie du Libéral pour accompagner mes confrères et mes consoeurs dans leur installation et leur développement. Dans cette vidéo, on va voir pour moi quelles sont les 5 grandes étapes à respecter lorsqu'on veut s'installer en libéral et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. La première étape, ça va être de pouvoir se questionner sur tous les obstacles internes qui pourraient apparaître. Et donc on va parler principalement des peurs et des croyances qu'on pourrait avoir. Une des premières peurs que les psychologues, psychothérapeutes peuvent avoir, c'est la peur de l'argent. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir les ressources financières qui vont être à la hauteur de mes espérances? Est-ce que vraiment on peut vivre du libéral? Et c'est important que de pouvoir le plus rapidement possible se confronter à la réalité, soit en échangeant avec d'autres thérapeutes, soit en faisant les calculs soi-même, soit en rejoignant l'académie, pour voir concrètement la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être en libéral et ça peut mal se passer. C'est une des craintes qu'on peut avoir. Mais il y a aussi une autre réalité qui est celle que tout peut bien se passer. Vous pouvez avoir une pratique avec peu de jours par semaine, sans forcément avoir beaucoup de patients, et être suffisamment confortable pour bien vivre au quotidien. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spécifique sur le salaire que peut avoir un psychologue en libéral. Je pourrais vous prendre mon propre cas, mais aussi des personnes qu'on peut être amené à accompagner. Mais en tout cas, voilà, une des premières peurs qu'on peut avoir, c'est celle de l'argent. La deuxième peur qu'on peut avoir, c'est par rapport au sentiment d'imposteur. Ça va particulièrement toucher des psychologues plutôt jeunes qui viennent d'être diplômés. Ce serait cette croyance qu'on manquerait en compétences et qu'il faudrait encore plus se former, encore plus être supervisé, enfin faire tout un tas d'autres choses pour être encore plus compétent pour enfin avoir l'espoir d'un jour peut-être s'installer en libéral. Alors, c'est là où c'est toujours un petit peu difficile de pouvoir bien se positionner. Si vous avez fait un parcours de psychologue, donc vous avez au moins 5 ans d'études et vous avez plusieurs stages. Il vous manque une approche thérapeutique, ce qui vous donnera réellement le titre de psychothérapeute. Donc tant que vous n'avez pas une approche en particulier, vous ne pourrez pas bénéficier de ce statut, sauf si vous avez un parcours plutôt clinique de base. Parce qu'il faut être garant d'un certain nombre de formations en psychopathologie et puis d'un stage, il me semble, de 500 heures, supervisé par un clinicien ou une clinicienne. À ce moment-là, vous avez les compétences pour commencer à accompagner. Est-ce que vous êtes le meilleur thérapeute? Peut-être pas. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes le pire thérapeute. Surtout que plusieurs études vont dans le sens de montrer qu'il n'y a pas tellement de différence quant à l'efficacité de l'accompagnement entre un jeune psychologue et un psychologue expérimenté, parce que c'est davantage l'alliance thérapeutique qui va avoir le rôle de guérison, même si le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais dans le travail qui est à mener, plutôt que la maîtrise de l'outil en lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se cache derrière ça et se dire qu'il n'y a pas de nécessité à se former et à apprendre davantage, mais ça veut dire que très certainement que c'est davantage une croyance, une peur, plutôt que réellement un facteur limitant. La troisième peur, la troisième croyance qu'il pourrait avoir, c'est celle de « j'ai peur d'être trop fatigué, d'être trop seul, de ne pas être capable ». Donc on va souvent avoir ces peurs-là et c'est normal parce qu'on a des retours qui ne sont pas toujours positifs de cette installation-là. Parmi les points négatifs qu'on va retrouver, effectivement, c'est cette solitude. C'est-à-dire que quand vous vous installez, je prends mon cas ici, j'ai une psychologue qui est en face de moi qui est plutôt spécialisée autisme et qui est là que 2 jours par semaine. Moi, je suis là 5 jours par semaine. Ce qui fait qu'effectivement, je suis amené pas souvent à la croiser et donc on peut être un peu seul. Mais vous pouvez tout à fait mettre en place un certain nombre de choses pour que ça se passe bien. Des intervisions, des supervisions, et puis éventuellement vous positionner dans un endroit de la ville où vous pourriez être amené à voir du monde. Je prends mon exemple, j'ai la chance de pouvoir être au centre-ville de Dijon avec un certain nombre d'amis qui travaillent à proximité, où le plus possible j'essaie de pouvoir voir des gens au cours de ma journée qui sont autres que mes patients, et puis à côté de ça, je réalise des intervisions, des supervisions pour avoir un regard sur ma propre pratique et puis pouvoir échanger avec mes pairs. J'ai la chance aussi en parallèle de développer, l'objet de cette vidéo c'est l'Académie du Libéral, donc je vois un certain nombre de psychologues avec qui j'échange quand même assez régulièrement. Mais donc à vous d'essayer de trouver, d'avoir la curiosité, la créativité, de chercher d'autres alternatives pour ne pas être seul. Et puis il se peut que la solitude pour vous ne soit pas du tout un problème. Moi j'ai une personnalité, une personnalité c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas ça ne me gêne pas d'être seul.
en tout cas pas trop longtemps, donc ça ne va pas me poser de problème si au cours de la journée je ne suis pas amené à échanger. Alors que pour certaines personnes, pour avoir échangé avec d'autres thérapeutes, être 1 jour par semaine seul, c'est déjà trop. Donc à vous de vous questionner par rapport à ça et à peut-être éventuellement envisager des solutions. La deuxième grande étape qu'il va falloir essayer de surpasser, c'est quel sera le modèle à travers lequel vous allez vous installer. C'est-à-dire que la modélisation du projet, c'est une étape qui est souvent négligée par les thérapeutes lorsqu'ils s'installent, les psychologues, psychothérapeutes en particulier. Quand on s'installe, on souhaite pouvoir accueillir tout le monde et accompagner tout le monde. Moi, je vous souhaite ça. On a la chance d'avoir un métier qui est très riche et donc la possibilité, avec une approche telle que les TCC, de pouvoir accompagner un certain nombre de problématiques, un certain nombre de personnes et de pouvoir avoir tous les âges. La problématique qu'on peut avoir à ne pas suffisamment penser notre pratique et notre cadre, c'est que lorsqu'on va s'installer, on n'est pas suffisamment de gens. Certains vont me dire, ben non, moi j'ai pas eu besoin de modéliser mon projet, je me suis simplement installé, j'avais beaucoup de gens. Alors j'ai envie de vous dire, on ne part pas tous avec les mêmes réalités, avec tous le même capital. Si je suis à Dijon, ça peut peut-être fonctionner, et encore, peut-être de moins en moins. Si je suis à Paris, il y a des chances que ça ne fonctionne pas comme ça. La plupart des personnes vont avoir besoin de se spécialiser. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça. Ça veut simplement dire qu'on va choisir un angle d'attaque à travers lequel on va mettre en avant notre pratique. Et ça va nous aider dans les étapes ultérieures, telles que la communication. Je te donne un exemple assez simple. Moi, j'aime bien me poser plusieurs questions. Déjà, c'est qui je vise. Est-ce que je vais accompagner tout le monde, ou bien plutôt les enfants, ou bien plutôt les adolescents, ou bien plutôt les adultes. Donc, il va falloir déjà se poser cette question de qui est-ce que je veux accompagner. La deuxième chose, c'est quelle approche je veux mobiliser et j'aimerais mobiliser. Moi, quand je me suis installé, j'avais une approche plutôt TCC, en mobilisant les TCC, on va dire, dites classiques de seconde vague et puis plutôt de troisième vague avec l'ACT. Mais j'ai d'autres appétences, notamment, je me suis rendu compte que mon patronyme attirait une communauté plutôt arabophone, voire maghrébine, donc avec des croyances qui peuvent être différentes de celles occidentales, notamment la croyance religieuse. Et je me suis rendu compte que les modèles actuels ne permettaient pas d'être suffisamment complets pour pouvoir accompagner des personnes avec l'intégration de la spiritualité. On feignait l'intégrer dans certains modèles, mais ça ne pouvait pas être le cas. C'est une parenthèse, mais par exemple dans le modèle de l'ACT, on va considérer qu'il y a 10 domaines de vie dont la spiritualité fait partie, sauf que pour une personne qui est croyante, la spiritualité n'est pas un domaine de vie, c'est un méta-domaine de vie qui va impacter tous les autres. Donc c'est un modèle qui est incomplet. Et en voulant m'intéresser à d'autres modèles, donc nous les modèles actuels c'est bio-psychosocial, les modèles les plus complets, les plus intégratifs sont ceux-là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres modèles qui pouvaient exister, notamment bio-psychosociaux spirituels. Et c'est là où je m'intéresse de plus en plus, aussi parce que c'est mes propres croyances et que ça m'intéresse de me rapprocher de ça, mais à la psychologie dite islamique, au même titre qu'il existe la psychologie chrétienne. Mais la psychologie islamique est voilà, une des approches que je tends à mobiliser, donc derrière, ma pratique va être amenée à évoluer avec avec une certaine partie de ma patientèle. Et donc, dans ma stratégie de communication, ça va être aussi amené à évoluer et à apparaître, notamment. Donc, qui je vise, quelle approche, quel cadre aussi je pense, le nombre de séances que je veux par jour, la durée des séances, la durée de mes pauses, le lieu dans lequel je veux exercer. Il y a toutes ces choses-là où c'est très important de prendre un temps pour y modéliser. Il y a des méthodes concrètes pour le faire. Dans l'académie, c'est ce qu'on voit. Comment est-ce que je vais établir et mesurer mes forces, mes faiblesses, les opportunités, comment est-ce que je vais analyser ma concurrence. Voilà, toutes ces choses-là qui vont faire partie d'une bonne installation sont basées sur un bon modèle qui a été établi. Est-ce que je vais travailler seul, avec des collègues, en partenariat, en redevance, en collaboration, dans une maison médicale, seul dans la campagne, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Éventuellement des partenariats. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mentionné, mais je vois mes notes ici, mais c'est aussi éventuellement, est-ce que j'envisage des partenariats avec certaines entités plus que d'autres, parce que activité salariale avant qui m'a amené un certain réseau, ou pas forcément, parce que simplement voisin de... Je prends mon exemple, dans l'ancien cabinet que j'occupais, et, on avait une école, enfin un endroit où on pouvait faire de l'aide aux devoirs. Donc ça aurait été complètement envisageable, si j'accompagnais un public plutôt adolescent, voire enfant, de mettre en partenariat avec eux et puis de réaliser voilà, je sais pas, un atelier par mois pour le stress des étudiants, en échange de quoi je pouvais mettre mes cartes de visite ou alors ils communiquaient sur mon activité. Donc voilà, il y a il y a un certain nombre de choses qui peuvent être envisagées. Troisième élément, troisième étape pour que l'installation et le développement se passent bien, c'est réfléchissez à quel statut juridique est le meilleur pour vous. Alors ça, généralement,
ça nous effraie pas mal. Je me rappelle les premières fois où j'ai dû m'intéresser vraiment au statut juridique, ça fait mal à la tête. Il n'y a que des termes qu'on ne comprend pas. Quelle différence entre micro-entreprise, auto-entreprise, entreprise individuelle au régime micro, on s'y perd. C'est au final assez simple une fois qu'on a le jargon. C'est comme si demain vous veniez apprendre la psychologie et imaginez si demain vous atterrissez dans une intervision sans avoir aucun bagage théorique de psychologie. Vous auriez le même mal de crâne que si vous découvriez les statuts juridiques. Ça va être important pour plusieurs choses. Le choix du statut juridique va conditionner les cotisations sociales que vous allez avoir et notamment la fiscalité. La plupart du temps, les personnes, quand elles s'installent, elles vont privilégier le régime micro. Si vous voulez avoir l'appellation exacte, c'est-à-dire c'est une entreprise individuelle avec un régime de cotisation sociale qui est micro. C'est-à-dire que tout a été fait pour rendre plus simple, si vous voulez. On a une comptabilité qui est plus simple et puis on a un calcul des cotisations et de la fiscalité qui est aussi plus simple. Concrètement, lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, qui est la somme totale des revenus que vous avez, c'est-à-dire de l'argent qui rentre, l'État va abattre un forfait de 34% qu'elle va considérer comme faisant partie de vos charges. Donc il va vous rester 66%. Ça, c'est théorique pour l'instant, c'est-à-dire que les 34, on ne vous les enlève pas vraiment. C'est simplement que l'État va considérer dans le calcul de votre impôt 34%. Et elle va vous imposer sur les 66% restants. La problématique que vous pourriez avoir, c'est si jamais vos charges dépassent 34%, qu'elles représentent par exemple 50%. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec 50% comme étant vraiment votre revenu qui va dans la poche, alors que l'État va considérer que vous avez 66%. Donc si je dois donner un chiffre, admettons vous gagnez 100 000, ils mettent l'abattement de 34%, ils considèrent qu'il vous reste 66 000 alors qu'en fait il vous reste que 50 000 et donc ils vous imposent à hauteur de 66 au lieu de 50. Donc on voit qu'il y aurait un manque à gagner dans cette situation-là. C'est là où le choix du statut juridique doit être important parce qu'il peut vous faire perdre de l'argent, énormément d'argent, s'il a été mal choisi. Ça, ce serait le cas par exemple de l'entreprise individuelle au régime réel où les cotisations sociales par exemple en micro-entreprise sont à 23,4% là, depuis le 1er juillet 2024. Ça devrait rester comme ça sauf pour les professions non réglementées qui atteindront jusqu'à 26% d'ici je crois juillet 2027. Et en entreprise au régime réel, on est plutôt au-delà de 45% en termes de cotisation sociale. Donc on voit que c'est quand même bien différent et que ça va être très important de voir avec votre prévisionnel combien vous estimez avoir de rentrées et de dépenses pour savoir quel statut juridique serait le plus intéressant. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est le développement de votre entreprise. Si demain vous êtes amené à vouloir vous associer, vous êtes amené à vouloir vous développer davantage parce qu'il y aura un achat d'un local, de plusieurs locales pour mettre d'autres psychologues dedans, ça va être aussi intéressant de pouvoir se projeter au niveau des rentrées et des dépenses pour savoir quel statut juridique sera le meilleur. Voilà, comme je vous disais, la plupart du temps, les psychologues, psychothérapeutes se mettent sous le régime micro ou réel, mais en suivant des conseils sans trop savoir pourquoi. Donc c'est ça aussi qui nous a motivés à créer l'académie, c'est qu'on puisse vous donner les conseils concrets pour savoir dans votre prise de décision, enfin en tout cas être autonome et savoir pourquoi vous faites ce choix-là. Donc ça c'est le troisième point, réfléchir à quel statut est le meilleur pour vous. Évidemment, il en existe plein, autant entreprise individuelle au régime réel, entreprise individuelle au régime micro, vous avez les SASU, les SARL, vous avez les mêmes équivalents en profession libérale, donc spécifique libérale. La problématique avec ça, c'est que vous êtes dépendant que d'une activité, c'est celle de votre statut, c'est-à-dire psychologue, psychothérapeute, donc ça ne vous permet pas de faire d'autres choses à côté. Donc il faut vraiment se poser la question de ce qui est le plus intéressant. J'ai fait des ateliers sur cette question-là, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Quatrième point, comment communiquer ? Il y a toujours cette grande question-là, c'est que la communication en elle-même va être le moyen au travers duquel vous allez obtenir vos patients, vos nouveaux patients. Et il y a plusieurs questions ici qui se posent. Il y a une question de compétence et une question de légalité. Au niveau de la légalité, on ne sait pas tellement ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Donc bon, évidemment, nous, on a mis le nez là-dedans et puis on a essayé de regarder ce qu'on pouvait faire. Nous ne sommes pas affiliés à des professions médicales, pas affiliés à des professions paramédicales. Donc, l'erreur courante qui est faite, c'est de vouloir observer ce qui est fait de leur côté et en déduire ce qu'on est en droit de faire ou non. Ça, c'est une erreur, parce qu'on ne fait partie ni de l'un ni de l'autre.
Nous n'avons pas d'ordre des psychologues qui apporterait un cadre particulier. Donc le seul cadre qu'on se doit de respecter, c'est le code de déontologie. Et dans ce code de déontologie apparaît certaines choses. Et ce qu'on va essayer de respecter notamment, c'est pas de promotion de sa propre activité sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel canal de communication en disant « je suis psychologue, prenez rendez-vous avec moi ». 2, interdiction d'utiliser l'émotion de nos potentiels patients, clients, en fonction de ce que vous avez comme pratique. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, par exemple, de dire « regardez à quel point vous êtes perdu aujourd'hui, elle vous a quitté, vous avez envie de vous pendre, regardez, prenez rendez-vous avec moi, ça ira mieux ». Ça, on n'a pas le droit de le faire. Donc voilà, il y a certaines choses à respecter. Maintenant, sur quelle stratégie je peux employer, là aussi, il y en a qui sont perdus parce que ça ressort de la compétence. Pour moi, il y a 6 grands canaux qui peuvent être investis. Ce qui va faire qu'on en choisit un plus qu'un autre, déjà, c'est quelle rentabilité il a, c'est-à-dire l'effort, l'énergie, l'argent que j'investis, quel retour j'ai sur investissement, ce que j'appelle la rentabilité, et puis mon appétence que j'ai dans cet outil-là. Donc pour moi, les 6 sont fiche Google My Business, site internet, logiciel d'achat de prospects, réseaux sociaux, réseau professionnel, support de communication. Donc 6. Donc on a les 6 là. Pour moi, aujourd'hui, il est absolument nécessaire, vital, inévitable de créer une fiche Google My Business. C'est pour moi le strict minimum. Ça ne vous coûte pas d'argent et ça peut vous rapporter énormément de visibilité de nouveaux patients sans beaucoup d'efforts. La seule condition, c'est de savoir l'optimiser. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. Une fois que vous les mettez en place, au bout d'un certain temps, assez court, vous avez déjà vos premiers retours. 2, le site internet. La création d'un site internet, elle est super intéressante parce qu'elle vous permet de vous référencer sur Google et pas que sur Google d'ailleurs. Ce qui veut dire que quand une personne va taper par exemple psychologue Dijon, elle va pouvoir voir apparaître éventuellement votre fiche Google et votre site internet. L'intérêt du site internet va être de pouvoir parler davantage de votre pratique, de votre approche, de votre philosophie, voilà, grossièrement de pouvoir faire preuve de transparence et donner de la confiance aux personnes. C'est-à-dire que quand on cherche à démarcher son premier psychologue, pas forcément son premier, mais même démarcher un psychologue, on a besoin de se sentir rassuré, de savoir à qui on va avoir affaire. Moins vous donnez d'informations, moins ça les rassure et moins elles peuvent oser passer le pas. Donc ça va être important que de pouvoir être le plus transparent possible. Alors ça ne veut pas dire que voilà, vous allez faire des petites blagues par-ci par-là et puis paraître le plus humain ou chaleureux possible. Non, c'est simplement être transparent sur vos approches. Moi, quand je vais sur si vous allez sur mon site internet, vous verrez, c'est détaillé, les approches de TCC, d'ACT, de psychologie islamique, mes tarifs sont mentionnés, il y a certains témoignages de parents anonymes, de patients anonymes qui sont dessus. Enfin voilà, j'essaie de rendre le plus possible transparent ma page pour qu'une personne qui arrive connaisse déjà mon cadre. Les fichiers d'achat de prospects, ça c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce qu'on ne se rend pas compte que c'est réellement ça la définition. C'est Doctolib, c'est psychologue.net, c'est PsyNU. Ce sont tous ces logiciels qui vous promettent en échange d'un abonnement ou d'une cotisation, on va appeler ça même d'une taxe sur certaines de vos séances, de vous apporter un certain nombre de patients, de potentiels patients. Doctolib, vous payez 150 € et puis vous avez X patients par mois. Les réseaux sociaux, voilà, Instagram, Facebook, LinkedIn, vous créez une page, vous faites du contenu, puis en échange vous avez des patients au fur et à mesure du temps avec votre visibilité. Votre réseau professionnel, ce sont les formations que vous allez passer, c'est les anciennes institutions, les anciens lieux dans lesquels vous travaillez, c'est les médecins que vous connaissez, c'est toutes ces personnes avec qui vous allez connecter, soit directement, soit indirectement, parce que vous les connaissez ou pas, et qui vont vous rapporter des patients, qui vont vous apporter un certain nombre de personnes, et puis en échange, vous allez faire de même en fonction des spécialités qu'ils ont. Et puis le dernier, le support de communication, pour moi, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais ça peut vous permettre d'avoir déjà un certain nombre ça peut vous permettre d'avoir quelques patients par-ci, par-là. Concrètement, voilà, moi je sais que j'ai mes cartes de visite, c'est pas ça qui me ramène le plus de personnes, mais dès que j'ai un nouveau patient, hop, je lui donne ma carte, comme ça il a mes coordonnées et je sais que ça facilite le bouche à oreille parce qu'on a un objet qui est palpable et pendant une conversation, écoute, tiens, prends rendez-vous avec lui et nous qui prend rendez-vous et ça facilite, si vous voulez, ce transfert-là. Si je devais les hiérarchiser, dans l'absolu ultime, vraiment, de ce qui fonctionnera le mieux, un réseau social. Prenez Instagram, prenez YouTube, prenez ce que vous voulez.
Si vous le poussez au maximum, vous avez une centaine de milliers de personnes qui vous suivent, vous n'aurez aucun mal à vivre de votre pratique sans rien faire d'autre à côté. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet, si ça vous intéresse également, sur justement comment est-ce qu'on peut utiliser un réseau social et puis concrètement à quoi ça ressemble, parce que je connais des personnes qui ont bien développé ça et j'ai un petit peu l'envers du décor. J'ai notamment en tête une personne qui s'est bien développée et puis qui a justement, on a pris contact ensemble parce que ça a tellement trop bien marché dès le départ et qu'elle avait rien mis en place jusqu'à maintenant et elle s'est retrouvée un petit peu dépassée. Ou encore une autre personne qui se retrouve avec des 4, 5, 6 mois d'attente pour un nouveau rendez-vous parce que justement, un réseau social bien optimisé et qui s'est beaucoup développé. En deuxième, je dirais un réseau professionnel à la rigueur. Parce que c'est vrai qu'une personne qui a beaucoup d'expérience, qui aura beaucoup travaillé partout, peut simplement avec le bouche à oreille avoir son agenda qui est complètement rempli. Et puis ensuite, on va avoir le site internet, la fiche Google, qui vont être hyper intéressants notamment au départ. Et puis en dernier, je vais mettre le fichier d'achat prospect, qui en fait est assez rapidement plafonné. Et puis en plus, j'aime pas du tout le système parce que c'est payant, puis il y a un algorithme, etc. Et puis derrière, le support de communication où, nous, on n'est pas des vendeurs de kebab, donc malheureusement, un flyer, ça marche pas. Et la carte de visite a sa portée limitée parce qu'elle est dépendante du nombre de patients que vous avez. Donc on a une portée qui est limitée, contrairement aux réseaux sociaux qui a une portée limitée. Donc voilà, toutes ces choses-là, on peut être amené à en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Et enfin, le dernier point, qui sera peut-être le plus court pour que l'installation se passe au mieux, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on va s'organiser au quotidien. Je vous donnais l'exemple de cette psychologue qui s'est retrouvée un petit peu dépassée par le nombre de patients. C'est justement réfléchir concrètement à qui est-ce que je vais accompagner. Non, je dis une bêtise. C'est quand vous devez réfléchir à comment s'organiser au quotidien, c'est réfléchir concrètement à votre système de prise de notes. C'est réfléchir à votre organisation sur l'envoi des mails, sur l'édition des factures, sur l'envoi des factures, sur les relances d'impayés, sur la manière de percevoir les paiements. C'est toutes ces petites choses-là qu'on ne va pas tellement considérer parce qu'on va se dire qu'elles sont anecdotiques et qu'elles ne sont pas forcément nécessaires dès le départ. C'est pas nécessaire dès le départ de s'y intéresser, mais qui vont faire la différence presque à court, moyen, long terme en fonction d'à quel point votre entreprise, parce qu'on va parler de ça, se développe. Et le fait d'y avoir pensé au plus tôt, ça vous permettra d'être soulagé pour votre développement, quelle que soit l'ampleur qu'il prend. Et évidemment, ça ne vous empêchera pas non plus de réajuster au fur et à mesure. Moi, je vous donnais, si jamais vous allez sur la page Académie du Libéral, vous verrez tout en dessous, je vous donne une liste de toutes les templates, les choses que je suis amené à mettre à disposition. Je n'ai pas eu tout dès le jour 1. C'est des choses que j'ai peaufinées au fur et à mesure et ce qui aujourd'hui est mon organisation parfaite pour réduire au maximum mon temps d'administratif, de finances, etc. pour être simplement concentré sur l'accompagnement des patients et sur le développement de ma propre formation. Donc voilà, si je récapitule, vous avez 5 grandes choses. Travailler sur vos croyances et vos peurs, réfléchir à la modélisation de vos projets, réfléchir à quel statut juridique est le meilleur, réfléchir à votre stratégie de communication et à comment s'organiser au quotidien. Si vous répondez à ces 5 paramètres-là, vous êtes quasi certain d'avoir une pratique qui va se passer très très bien. Alors, je n'ai pas parlé des pré-étapes, on va dire, à l'installation. Évidemment, il vous faut le titre de psychologue, il vous faut le numéro ADELI, aujourd'hui RPPS. Voilà, mais mis à part ces choses-là, ensuite, les étapes, vous les connaissez maintenant après cette vidéo. Si vous avez la moindre question, vraiment, n'hésitez surtout pas. Je vous invite à cliquer pour vous abonner, à laisser un j'aime, un partage. Et puis, si vous avez l'envie de pouvoir approfondir certains sujets, il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont apparaître. Donc, si vous les voyez, vous pouvez cliquer directement dessus pour approfondir. Et puis sinon, on se reverra peut-être du côté de l'académie. Prenez soin de vous, puis à très bientôt. Au revoir.